Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis ravie de voir que la poésie, encore de nos jours, puisse attirer autant de personnes. Je vous avertis tout de suite, comme vous le voyez sur l'écran derrière moi, je suis universitaire parce que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a le privilège, depuis que ces rencontres littéraires sont organisées, d'être un partenaire. Et donc, dans ce qui va suivre, dans les 45 minutes à suivre, ça risque d'être quelque peu universitaire et technique. Mais pour compenser ce défaut, je vous lirai certaines des plus belles poésies d'amour, à mon goût, de la littérature mondiale. Voyons comment manger. Je commence cependant par un texte qui ne fait pas partie de la poésie d'amour et qui est de Joachim du Bellay contre les pétrarchistes de 1553. J'ai oublié l'art de pétrarchiser, je veux d'amour franchement deviser, sans vous flatter et sans me déguiser. Ceux qui font tant de plaintes n'ont pas le quart d'une vraie amitié et n'ont pas tant de peine la moitié comme leurs yeux. Pour vous faire pitié, jettent de larmes feintes. Ce n'est que feu de leur froide chaleur, ce n'est qu'horreur de leur feinte douleur, ce n'est que de leurs soupirs et pleurs, que vent, pluie et orage. Je ris souvent voyant pleurer ces fous qui mille fois voudraient mourir pour vous, si vous croyez de leur parler si doux le parjure, artifice. Ici donc, du Bellay s'adresse contre les poètes qui imitent Pétrarque, ce qui est d'autant plus étonnant que lui-même, 4 années auparavant, dans la défense illustration de la langue française, avait incité les poètes français d'imiter Pétrarque et d'écrire des sonnets. Et cette même année 49, avec l'Olive, il a donné le premier recueil de sonnets dans cette verve pétrarchiste avec l'Olive. Que s'est-il donc passé en ces 4 ans? C'est que, justement, il a lancé une mode, laquelle une très très grande partie des poètes français ont suivi, de manière de devenir complètement stéréotype. Et qu'est-ce que du Bellay leur reproche surtout dans son poème? Ce sont donc les larmes feintes et les feintes douleurs, tandis que lui, il souhaite une poésie donc où on devise franchement d'amour. Quel est donc le postulat? C'est de parler de sentiments véritables, d'être sincère aussi en poésie. Et c'est là que nous nous retrouvons devant un paradoxe, parce que, vous le savez, il n'y a pas de genre littéraire ni de texte plus élaboré, plus soumis aux différentes règles de la rime, de la métrique, de la rhétorique, que justement la poésie. Donc rien de plus contraire à une expression spontanée de passion, de sentiment, d'émotion. Et pourtant, on souhaite croire, et le poète doit faire croire à ce cri du cœur que nous souhaitons en tant que lecteurs ou auditeurs retrouver justement dans la poésie amoureuse. Ce paradoxe peut rappeler un texte très célèbre de Diderot du milieu du XVIIIe siècle, le paradoxe du comédien, où Diderot pose la question si le bon comédien doit vraiment ressentir les émotions et les passions du rôle qu'il incorpore, ou si en revanche, s'il doit bien étudier son rôle, bien étudier, bien analyser les émotions et passions
à représenter, les façons dont on représente avec le plus de conviction, justement, tous ces états de l'âme. Vous vous en doutez que Diderot plaide pour la deuxième possibilité. Et effectivement, c'est ce qui se passe en poésie, parce que si Du Bellay reproche les larmes feintes et les feintes douleurs à ses collègues poètes, n'oublions pas que toute la littérature est fiction et ne fait autre que feindre. Et donc, si on veut pousser un cri du cœur, croyez-moi, et si vous ne me croyez pas, essayez-le, vous n'allez pas écrire un sonnet. Si on écrit un sonnet, ce n'est pas parce qu'on est joyeux, triste ou amoureux, mais parce qu'on veut écrire un sonnet. Sinon, croyez-moi, on n'y arrive pas. Et même généralement, moi, si je voulais, je n'y arriverais pas. C'est donc se soumettre à des contraintes très, très, très fortes que d'écrire de la poésie, mais souvent donc dans le but de faire croire à l'expression d'une passion. Et c'est même assez nécessaire. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Donc c'est là, c'est ce que je veux vous montrer en prenant comme exemple 5 poètes, et non des moindres, que vous voyez derrière moi. Donc je passe donc de l'Antiquité romaine à la fin du XVIIIe siècle et je traverserai avec vous, et j'espère que vous m'accompagnerez dans ce petit voyage à travers le temps et l'Europe, d'Ovide, par Pétrarque et Ronsard, pour finir avec Shakespeare et Goethe. En poésie amoureuse, on pourrait presque dire que tout commence un petit peu avec Ovide. Et ce qui se passe, effectivement, si souvent dans la poésie amoureuse, nous n'apprenons pas beaucoup de la bien-aimée, nous en apprenons encore moins sur le jeu poétique qui s'exprime. Au fond, tout ce que nous savons, nous pouvons généralement déduire, sans trop le savoir, que c'est un homme et qu'il est éperdument amoureux, souvent très malheureux. Mais à part cela, nous ne savons pas grand-chose. Et si on lit un texte littéraire, et souvent ces poésies sont publiées dans des recueils, donc on lit poème après poème après poème, on aimerait bien quand même savoir à qui on a affaire. Donc, qui est donc ce jeu poétique? Alors, généralement, nous avons cette tendance à dire, bien sûr, c'est l'auteur. Et si nous avons cette tendance, j'essayerai de vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est ainsi. Justement parce que les auteurs, les poètes, font tout ce qu'ils peuvent pour nous faire croire que ce jeu poétique, c'est eux. Vous voyez ainsi que Ovide, au début de ses amours, de ses élégies amoureuses, commence par un petit épigramme dans lequel il nous dit clairement qui était l'auteur de cette œuvre, ce qui, dans l'Antiquité romaine, était fort utile parce que les livres n'étaient pas imprimés, vous le savez bien, comme de nos jours, avec le nom de l'auteur sur le titre. Ici donc, Ovide se présente comme le maître absolu de son ouvrage, idée qu'il renverse tout de suite après dans la première de ses élégies. Si je vous ai mis quelques vers du texte latin, ce n'est pas pour faire érudit, parce que pour le latin je serais fort mal placée, mais pour vous montrer à quoi ressemble l'élégie romaine. Ce sont des distiches avec un premier vers plus long avec 6 pieds et un deuxième avec 5. Ceci est donc nécessaire pour comprendre le début de cette élégie d'Ovide. J'allais chanter sur un rythme grave les armes et les combats sanglants. Ce sujet convenait à mes vers.
chacun d'eux était d'égale mesure, c'est-à-dire l'hexamètre épique. Cupidon se prit, dit-on, à rire et en retrancha un pied. Qui t'a donné, cruel enfant, ce pouvoir sur les vers? Poète, nous formons le cortège des muses et non le tien. Donc, Ovide, qui se présente donc dans son épigramme comme le maître absolu de son œuvre, se présente ici comme soumis à Cupidon, mais sur le plan purement poétique. Il n'a plus à disposition la forme qui convient à la poésie amoureuse. Et ce qui rend ce poème particulièrement intéressant, c'est que le jeu poétique, dont nous n'avons pas le nom dans le texte, se présente pas du tout comme un homme amoureux, mais comme un poète. Donc, si ce jeu poétique est un poète, évidemment, nous le prenons comme l'auteur qui est Ovide. Et cet artifice de se présenter dans la poésie amoureuse comme auteur des vers que nous lisons est très très répandu, comme vous allez le voir, dans la poésie, donc justement à travers les siècles, les langues et les pays, pour nous faire adhérer à cette fiction amoureuse. Et ici, avec Ovide, nous voyons aussi un deuxième point. Donc, ce jeu poétique, il souhaite chanter des guerres, donc écrire une épopée comme l'avaient fait Homère et Virgile. Personne, de toute évidence, n'exige de lui d'avoir combattu, d'avoir participé à ces guerres auxquelles il participe. Si, en revanche, il change de sujet et il passe à la poésie amoureuse, du coup, les conventions exigent que c'est sa propre passion qu'il chante, ce que vous voyez très bien dans ce qui suit. Pour en faire le sujet de ces vers plus légers, je n'ai à chanter ni jeune enfant ni jeune fille à la longue et brillante chevelure. Je me plaignais encore lorsque soudain l'amour, détachant son carquois, choisit les traits destinés à me percer. D'un bras vigoureux, il banda sur son genou son arc flexible. « Reçois, poète, me dit-il, un sujet pour tes chants. » Nous voyons donc que depuis l'Antiquité, la Convention exige que ce que nous lisons dans les poèmes, c'est la passion vécue par l'auteur. Je passe à Pétrarque, qui pendant toute sa vie a rédigé le premier recueil construit de poésie amoureuse depuis l'Antiquité et qui a influencé la plus grande partie de la poésie amoureuse européenne, y compris Baudelaire. Et on trouve encore des poètes qui se réclament de Pétrarque au XXe siècle, et toute la poésie de la Pléiade, donc Ronsard, Du Bellay et les autres, serait impensable sans lui. Il aurait, en 1327, rencontré Laure dans l'église Sainte-Claire à Avignon, et tout ce recueil est dédié à Laure. Beaucoup d'encre a été versée pour essayer de trouver une réponse sur l'identité de cette Laure que l'on n'a jamais trouvée. Et là encore, justement, Pétrarque, qui donc, dans ce recueil sur lequel il a travaillé pendant toute sa vie, jure son amour fidèle et chaste à Laure, était néanmoins père de 2 enfants dont on ne connaît pas la mère, puisqu'un membre du clergé, il ne pouvait pas se marier. Je ne me prive pas du plaisir là vous avez une traduction, de vous lire, je vérifie juste, de vous lire
Le premier sonnet, donc, dont vous voyez là la traduction, à 200 canzoniere, parce qu'un sonnet, ça vient quand même de sonner pour que vous ayez le son original de ce texte. Voi che ascoltate in rime sparsi il suono di quei sospiri onde io nodriva il core, in sul mio primo giovenile errore, quando era in parte altr'uomo da quel che sono, del vario stile in che io piango e ragiono, fra le vane speranze e il van dolore, ove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Ma ben veggio or, siccome al popol tutto favola fui gran tempo onde sovente, di me medesmo meco mi vergogno, e del mio vanneggiar vergogna è il frutto e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno. Que voyez-vous surtout dans la première strophe de ce sonnet? Vous voyez la fiction que ce que nous lisons est un véritable cri du cœur. L'auteur souhaite de construire dès le début le contact avec son public par l'apostrophe vous, voi. Ensuite, nous voyons que nous sommes encore à une époque où la poésie se transmettait principalement par voie orale, parce qu'on ne nous dit pas qu'on lit quelque chose, mais qu'on l'entend, qu'on l'écoute. Et qu'est-ce qu'on entend? Le son des soupirs dont l'amoureux avait nourri son cœur, étant éperdument amoureux. Évidemment, toute cette fiction est même contredite dans le recueil, parce que donc, ce n'est pas dans le recueil, on voit que cet amour dure, et disons le temps de la rédaction, c'est dit dans le recueil, dure plus de 30 ans. Donc ce ne sont pas les soupirs d'un jeune homme qu'on lit, mais l'amour d'un homme qui vieillit et dont l'amour survit la mort de l'or. Mais cette fiction donc construite ici, que l'amour sort, disons les vers sortent du plus profond du cœur du poète, ont tellement convaincu le public que effectivement personne ne s'est jamais posé ces questions, mais qu'on a donc désespérément essayé de comprendre qui était l'or. Je souhaite, pour être un tout petit peu moins technique, vous donner aussi comme deuxième exemple un autre des poèmes de Pétrarque qui est peut-être un des plus connus. Évidemment, parler de poésie en traduction, on perd toujours énormément de choses, mais c'est peut-être un des plus beaux questionnements sur ce qui est ou peut être l'amour. Si ce n'est point amour, qu'est-ce donc que je sens? Si c'est amour par Dieu, quelle est sa qualité? Si elle est bonne, d'où l'effet âpre et mortel? Si mauvaise, qui rend si doux chaque tourment? Si de mon gré je brûle, d'où plainte et pleure? Et si c'est malgré moi, que sert de lamenter? Ô vive mort, au délectable mal, comment tant de pouvoir sur moi si je n'y consens pas? Et si j'y consens, c'est à grand tort que je me plains. Par si contraire vent, dans une frêle barque, je me retrouve en haute mer, sans gouvernail, de savoir si léger et si chargé d'erreurs, que moi-même ne sais ce que je peux vouloir, et tremble en plein été, brûlant l'hiver. Ici donc, selon moi, une des plus belles poésies pour essayer d'exprimer ce qui est
la passion amoureuse et sans vous ennuyer outre mesure par une analyse rhétorique approfondie, je souhaite tout de même relever certains éléments que vous voyez tous, qu'effectivement, nous sommes dans le questionnement. Donc, pour exprimer cette passion, que fait l'auteur? Il a recours ou il déploie tout un arsenal de rhétorique, à commencer, comme vous le voyez, par la question rhétorique, parce que bien sûr, il n'attend pas à ce que nous lui répondons. Questions rhétoriques qui sont clairement visibles avec les très nombreux points d'interrogation, les répétitions et surtout aussi toutes les différentes figures d'opposition, que ce soit les oxymores comme la vive mort et le délicieux mal, ou donc toutes les autres figures d'opposition que vous trouvez donc dans ce poème et qui montre justement le déchirement intérieur de ce jeu poétique, de cet amoureux, et qui essaye par là de trouver une expression à cette passion amoureuse qu'il a certainement connue, comme chacun de nous l'a connue, mais justement de nous toucher par cette expression particulièrement artistique de cette passion que nous connaissons tous, pour ensuite nous faire atterrer. Mais, là encore une fois, vous le voyez, il ne s'agit aucunement d'un cri du cœur, mais d'un, selon moi, très beau sonnet, très savamment élaboré. Je passe maintenant à un auteur que, pour la plupart, vous connaissez, et ne serait-ce que pour l'avoir étudié à l'école, le fameux Mignonne allant voir si la rose, mais ce n'est ni la rose ni la mignonne qui nous intéresseront aujourd'hui. C'est le premier recueil de ses amours. Le premier livre de ses amours, publié donc en 1552, donc 3 ans après que Du Bellay a proposé à ses collègues d'imiter Pétrarque, ce que Ronsard fait, et donc une année avant que Du Bellay revienne sur son idée pour dire « Ah bon, le pétrarchisme, ça suffit, hein, on tourne la page, on passe à autre chose ». Et alors, ce n'est pas l'imitation de Pétrarque par Ronsard que je souhaite analyser aujourd'hui, mais justement, ce que je souhaite, c'est de vous montrer comment Ronsard crée le pacte poétique avec son lecteur, ce qu'il fait justement pour faire croire au lecteur que ce jeu poétique qui s'exprime dans son recueil, c'est lui, Ronsard, qui aime Cassandre, cette Cassandre qui aurait été Cassandre Salviati, fille d'un banquier florentin venu à la cour de France avec Marie de Médicis, que Ronsard aurait eu l'occasion de rencontrer lors d'un bal au château de Blois en 1545. Donc, vous voyez, on a l'impression que ce qui intéresse le plus les interprètes, c'est de savoir qui étaient les dames qui ont été aimées par les poètes. Donc, pour Ronsard, Cassandre, Marie, Hélène. Et à chaque fois, vous le voyez aussi pour Ronsard, ces noms sont très bien choisis.
parce qu'avec Cassandre, princesse de Troie, aimée par Apollon, le dieu de la poésie, Ronsard peut se servir de toute la mythologie grecque. Marie, ensuite, avec qui il passe à une poésie plus simple, est l'anagramme du mot aimer. Donc ça, de nouveau, ça convient parfaitement à sa poésie. Et avec Hélène, il revient de nouveau à une poésie plus élaborée et il va, dans cette poésie, dans les sonnets pour Hélène, utiliser, encore une fois, tout cet arsenal de la guerre de Troie qu'il avait déjà déployé dans les Amours de Cassandre. Donc, nous ne pouvons pas exclure que Ronsard a été amoureux d'une Hélène, d'une Marie, d'une Cassandre, mais s'il a choisi ces noms-là pour les héroïnes de sa poésie amoureuse, c'est parce que ces noms correspondaient parfaitement au programme poétique qu'il avait choisi pour chacun de ses recueils. Que retrouvons-nous au début du premier livre des Amours, ce que vous voyez derrière moi, donc deux médaillons représentant un homme, une femme, d'une manière un peu antiquisante. Et ce que vous ne voyez peut-être pas, qu'au-dessus de ces médaillons, vous trouvez l'âge de ces deux personnes, de 27 ans et de 20 ans. Et dans l'édition originale, vous trouvez même des textes grecs qui nous expliquent qu'il s'agit bien sûr de Ronsard et de Cassandre. Et c'est ainsi qu'une fois de plus, le paratexte dans tout ce qui entoure le véritable texte nous donne des indices pour identifier le poète et pour mettre même un visage et un nom sur ce jeu poétique. Donc, pour ne pas avoir à lire des poèmes en quelque sorte anonymes, ou disons de nous trouver face à une passion amoureuse anonyme, mais face à un véritable roman d'amour, écrit en vers, dont nous connaissons les protagonistes. Et alors, que se passe-t-il dans le premier poème que Ronsard place au début de son recueil? Il s'adresse, dans les deux premières strophes, assez longuement aux muses, à ces divines sœurs qu'il aurait accueillies dans leur école, et c'est ainsi donc qu'il se désigne comme poète. C'est surtout le poète qui, exactement comme l'avait fait Ovide, qui entre en scène pour demander ensuite aux muses de graver dans leur temple plus dur qu'en fer, qu'en cuivre et qu'en métal, les paroles suivantes: Ronsard, afin que le siècle à venir de temps en temps se puisse souvenir que sa jeunesse à l'amour fit hommage, de la main dextre appante à votre autel l'humble présent de son livre immortel, son cœur de l'autre au pied de cette image. Donc l'identité donnée au jeu poétique par l'image, le portrait dans le médaillon, est renforcée ici par le nom de l'auteur répété dans le texte. Nous savons donc ce jeu poétique, il s'appelle Ronsard. C'est donc Ronsard pour nous. Les choses sont très simples et pour être sûr que c'est lui, justement, il parle surtout de son métier de poète, de son livre, de l'amour, il n'est question que deux fois, à l'amour fit hommage, ce qui est aussi une façon de dire qu'il a écrit de la poésie amoureuse, et ce n'est qu'à la toute fin qu'on parle de son cœur. Je passe maintenant à Shakespeare. Et là encore, je souhaite absolument
que vous puissiez écouter le texte de Shakespeare dans l'original, mais je ne vais pas écorcher la langue de Shakespeare, mais je demanderai à la technique de nous jouer le sonnet lu par David Tennant pendant que vous pouvez lire la traduction en français. Hier, cela a marché, donc ça marchera sans doute aussi aujourd'hui. Ce sonnet suit à 17 autres qu'on appelle les sonnets de mariage, où le jeu poétique incite un jeune homme. Hop. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Merci beaucoup. Donc, ce sonnet est à mon goût, et je suis loin d'être la seule à le voir ainsi, une des plus belles déclarations d'amour où la beauté, la gentillesse, la douceur de l'être aimé sont mises en avant, et où on souhaite une vie éternelle pour cet être aimé. Mais en même temps, ici, beaucoup plus en filigrane que dans les autres textes que nous l'avons vu, le jeu poétique se présente tout de même comme poète. Parce que, par quoi commence-t-il? Par une question que se pose le poète. Quelle est la bonne image pour te décrire? À quoi puis-je te comparer? Donc, un questionnement poétique, un questionnement d'auteur, et à la fin, c'est ce désir de la vie éternelle de l'être aimé qui est le pur langage de la passion et de l'amour, est encore une fois transformé dans le langage d'un poète qui justement promet de conférer cette vie éternelle par les vers qu'il écrit sur l'être aimé. Et c'est ainsi que ce jeu poétique a toujours été identifié par la critique à Shakespeare. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que personne n'a jamais posé la question si l'auteur d'Othello était un homme particulièrement jaloux, imbu de pouvoir, l'auteur de Macbeth, mais une partie de ses poèmes dédiés à un jeune homme. Vous vous en doutez bien, les problèmes qu'ont eu posé les soupçons d'homosexualité de Shakespeare au XIXe siècle. Et tous les pirouettes que les critiques ont pris pour dire oui, il écrit un jeune homme, mais il ne faut surtout pas croire que... Mais personne n'a jamais pris le soin, justement, de voir qu'il s'agit là d'un personnage littéraire comme de Hamlet, Othello, Macbeth, etc. Je
souhaite conclure avec Goethe. Non. Ah, vous ne l'aviez pas? Oh. Bon, alors, j'ai encore 10 minutes, donc on y revient. Donc, je répète avec le texte donc sous les yeux. Donc, excusez-moi, je suis navrée. Donc, la question, ça commence donc effectivement, en quelque sorte, par une discussion. Quelle est la bonne métaphore à utiliser? La bonne comparaison? Comment puis-je décrire l'être aimé? Ce qui peut bien sûr aussi être un questionnement de tout un chacun qui est amoureux, mais qui devient particulièrement pressant et pertinent pour le poète. Donc, vous voyez ici que sous cette très très belle déclaration d'amour, c'est le poète qui s'exprime, le poète, donc le personnage du poète, qui donc, à la fin, peut promettre l'immortalité par la poésie, comme d'ailleurs l'avait déjà fait Ovide à beaucoup de reprises dans ses amours. Mais disons, le but n'est pas de vous montrer un petit peu comment on passe d'un poète à l'autre, mais comment, justement, tous les poètes utilisent justement ce jeu avec les deux personnages qu'incarne le jeu poétique, l'amoureux d'une part, l'auteur des vers que nous lisons d'autre part, pour nous faire croire à l'identité de ce jeu poétique avec l'auteur réel, pour que nous puissions nous imaginer un être en chair et en os derrière cette passion qui est exprimée dans les vers. Donc, passons donc à Goethe. Alors là, évidemment, c'est trop facile pour moi de le lire dans la version originale pour vous épargner cela. Et j'espère, est-ce qu'au fond aussi, vous arrivez à peu près à lire? Oui? Bon, très bien. Alors, ce texte, il faudra quand même le dire, parce que je ne l'ai pas mis, excusez-moi, est un poème des élégies romaines de Goethe, qui donc s'est enfui des contraintes de la petite cour de Weimar en 1786 pour sillonner l'Italie pendant 2 ans, et au retour, donc à la fin des années 80 du XVIIIe siècle, il a rédigé les élégies romaines, donc élégies, comme vous le voyez, avec les vers avec ces distiches élégiaques que nous avions déjà vus chez Ovide. Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert. Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir. Hier befolge ich den Rat, durchblättere die Werke der Alten mit geschäftiger Hand, täglich mit neuem Genuss. Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt. Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt. Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab? Dann verstehe ich den Marmor erst recht und denke und vergleiche, sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand. Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden des Tages, gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin. Wird doch nicht immer geküsst, es wird vernünftig gesprochen. Überfällt sie der Schlaf, lieg ich und denke mir viel. Oftmals habe ich auch schon in ihren Armen gedichtet und des Hexameters Maß leise mit Fingern der Hand ihr auf den Rücken gezählt. Sie atmet in lieblichem Schlummer. Und es durchglüht ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust. Amor schüret die Lampe indes und gedenket der Zeiten, da er den nämlichen Dienst seinen Triumviren getan. Vous avez donc ici quelqu'un qui découvre toutes les
splendeur de l'Antiquité à Rome, en Italie, ce qui, bien sûr, permet un rapprochement avec l'auteur qui a voyagé en Italie. Mais là encore, où il met en contraste le savoir, l'accumulation du savoir par la visite des monuments de l'Antiquité, avec la douceur des nuits romaines, on voit que c'est un homme des Lumières, parce que ce qui semble une opposition, un contraste, chez Goethe, ne l'est pas du tout. C'est effectivement cette ouverture de l'esprit que la sensualité qu'il trouve la nuit lui permet de mieux comprendre les œuvres d'art de l'Antiquité. Car n'est-ce pas étudié... Attendez, je vais voir si j'arrive à... Non. Oui, c'est bon. Oui, très bien. Donc, le 3... Car n'est-ce pas étudié que d'épier la forme d'un sein, que d'effleurer de sa paume la courbure de la hanche, maintenant je puis comprendre pleinement le marbre. Donc les deux expériences se complètent et permettent vraiment de s'approfondir l'une l'autre, et on voit qu'il s'agit d'une véritable expérience synesthésique. Excusez-moi. L'œil palpe, la main y voit. Donc tous les sens sont vraiment compris dans cette expérience. Et encore, justement, homme des Lumières, il dit très clairement que pendant ces nuits, les amoureux ne passent pas toute la nuit à échanger des baisers, mais aussi à des échanges, si je puis dire, intellectuels, les propos sages qui sont échangés. Et que se passe-t-il ensuite? Au moment où la belle s'endort, l'homme redevient entièrement poète. On ne sait pas si elle a vraiment apprécié, mais c'est donc encore en partageant sa couche avec la belle bien endormie que le jeu poétique redevient poète. Et j'ai été jusqu'à ébaucher des poèmes dans ses bras, ponctuant du doigt les hexamètres sur son dos. Je ne vais certainement pas essayer d'interpréter ces vers d'un point de vue féministe, parce que je trouve que ça serait d'une part trop anachronique et trop dommage pour un si beau poème, mais encore une fois, vous voyez que même dans ce poème, qui est quand même, et surtout pour l'époque, un tout petit peu léger, sinon licencieux, on voit donc que ce jeu poétique reprend ce rôle de poète, et que c'est donc ce que nous trouvons dès les élégies d'Ovide, et un fonctionnement de la poésie amoureuse qui traverse donc les siècles, les nations, les langues, qui est diminuée par la suite sans toutefois se perdre entièrement, et sans avoir bien sûr vraiment répondu à la question que j'ai posée au début, et je m'en excuse, mais je pense que justement ce pacte poétique que les auteurs concluent avec leur public en leur présentant un jeu poétique qui est à la fois
un personnage amoureux et, d'autre part, un personnage de poète, c'est donc par ce pacte poétique que les auteurs arrivent à vraiment faire, parmi beaucoup d'autres choses, adhérer le public à leur poésie, de donner, sans décrire aucunement cet amant, de lui donner un visage, une consistance, une identité, et c'est exactement ceci qui, entre autres, nous permet d'adhérer à cette expression de la passion qu'est la poésie amoureuse. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.